commencer ce webinaire sur le plan d'épargne en action. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, CGP One, nous sommes qui? Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2003. Nous avons des bureaux à Toulouse et en région parisienne. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes, dont 8 conseillers qui sont là pour vous accompagner dans vos projets. Notre site gestiondepatrimoine.com est notre vitrine. N'hésitez pas à consulter notre site pour avoir plus d'informations d'ordre technique sur des points divers et variés. Nous avons le statut de CIF, de courtier en assurance et d'agent immobilier. Et pour cela, nous devons respecter la réglementation afférente à ces différents statuts. Notre métier, quel est-il? C'est tout simplement répondre à vos objectifs, trouver une solution à vos problématiques, qu'elles soient d'ordre de la création de votre patrimoine, du développement de celui-ci. Si vous êtes dans une phase, si vous avez un objectif de revenu complémentaire, par exemple pour une préparation à la retraite, ou dans le cadre de la transmission de votre patrimoine. Notre approche transversale est une approche aussi bien économique, juridique et fiscale qui nous permet donc de vous conseiller au mieux dans les différentes phases de votre vie. Pour nous contacter, donc soit votre conseiller en gestion de patrimoine habituel, dont vous connaissez forcément les coordonnées, sinon l'adresse email charles@gestiondepatrimoine.com ou par téléphone. N'hésitez pas à solliciter nos conseillers pour vous apporter donc les réponses à vos questions. Pourquoi ce thème du PEA aujourd'hui? Tout simplement parce que nous avons des questions assez fréquentes de nos clients qui sont à peu près toujours les mêmes. J'ai un vieux PEA, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça sert à quelque chose de le conserver ou pas? Est-ce qu'on m'a dit qu'il fallait prendre date sur un PEA? À quoi cela sert? On m'a parlé d'un PEA bancaire ou assurance, lequel dois-je choisir? Et puis, n'est-ce pas trop risqué d'ouvrir un PEA? Voilà les questions les plus fréquentes autour du PEA aujourd'hui, qui nous permettent, qui nous sensibilisent à cette question du PEA et pour lequel nous avons donc décidé de réserver un webinaire ce jour. En introduction, vous voyez une tendance actuelle du législateur à favoriser les investissements financiers, tout cela dans le but de relancer l'économie. Pour cela, donc, le législateur a mis en place le prélèvement forfaitaire unique à 30%, qui favorise en effet les investissements financiers, puisque donc dans le PFU sont compris les prélèvements sociaux de 17,2 et une fiscalité forfaitaire de 12,8%, donc inférieure à la plupart des tranches d'imposition, donc une fiscalité préférable sur tout ce qui est financier. La suppression de l'ISF au profit de l'IFI, donc qui induit une exonération de tous les placements financiers de l'impôt sur la fortune. Et ensuite, bien la loi Pacte du 1er octobre 2019, qui vient donc favoriser l'épargne retraite et améliorer notamment le PEA, en le rendant plus souple et plus accessible. Donc, 3 parties. D'abord, le fonctionnement du PEA, on reviendra sur les fondamentaux du PEA, puis un point sur les avantages et contraintes du PEA, pourquoi prendre un PEA, pourquoi ça peut être contraignant, et enfin, comment on peut intégrer le PEA dans une stratégie patrimoniale. Le PEA, son fonctionnement. Tout d'abord, un petit point historique. Le PEA a été créé en 1992, donc c'est un placement qui est relativement ancien. Le but était tout simplement d'inciter les investisseurs particuliers, je dis bien particuliers, on exclut les personnes morales, par une enveloppe fiscale préférentielle à se constituer un portefeuille d'actions sur une longue durée. De forme, le PEA bancaire, qui prend la forme d'un compte-titre associé à un compte espèce, et le PEA dit assurance qui prend la forme d'un contrat de capitalisation. Qui peut ouvrir un PEA? Une personne physique majeure,
Et depuis la loi Pacte, donc ça c'est récent puisqu'avant c'était un contribuable, depuis la loi Pacte, un enfant majeur rattaché à ses parents, au foyer fiscal de ses parents, peut ouvrir un PEA. Avant c'était uniquement les contribuables, donc il fallait être détaché du foyer fiscal. Nécessité de domicilier en France. On ne peut ouvrir qu'un seul PEA par personne. Si vous avez plusieurs PEA, l'ensemble seront clôturés. Et il y a un seul titulaire au PEA. On exclut tout ce qui est compte joint, indivision, démembrement dans le PEA. L'ouverture se fait au moment du premier versement et est déclarée à l'administration fiscale par le gestionnaire du plan pour éviter en effet d'avoir plusieurs PEA. Les versements, ils sont obligatoirement en numéraire, ce qui exclut les titres déjà détenus. Donc, vous allez verser de l'argent et après, vous allez acheter des titres. Vous ne pouvez pas donc transférer des titres déjà détenus dans un PEA. Il y a ensuite un plafond de versement qui a été augmenté, puisqu'il était de 132 000 € avant 2014 et que depuis, il est à 150 000 € par personne, par PEA. Et je parle bien de plafond de versement. Si jamais vous avez versé 100 000, que ces 100 000 deviennent 160 000, il n'y a aucune difficulté. Vous pourrez encore verser 50 000 pour arriver aux 150 000 € de versement. Attention toutefois, ce plafond se cumule avec le plafond du PEA PME, qui est de 225 000 €. Donc PEA plus PEA PME, vous ne pouvez pas dépasser les 225 000 €. Et enfin, un autre plafond de versement spécifique aux majeurs rattachés, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc de 20 000 €. Donc, un majeur rattaché, donc ça peut être un enfant ou ça peut être un descendant ou un ascendant rattaché au foyer fiscal. Celui-ci donc ne peut verser que 20 000 € jusqu'à son détachement. Au moment de son détachement, il pourra atteindre le plafond de versement des 150 000 €. Les retraits, ils sont en principe possibles. Ils sont possibles à tout moment. Toutefois, la conséquence d'un retrait avant 5 ans est lourde puisqu'elle clôture le plan de façon définitive. Si vous sortez donc de l'argent avant les 5 ans du plan, il faudra alors rouvrir un nouveau plan. Toutefois, une exception à cette clôture, en cas de création ou reprise d'une entreprise, dans ces cas-là, vous pouvez récupérer votre épargne sans clôturer le PEA. Et depuis la loi Pacte, il y a des cas de sortie qui n'entraînent pas la clôture du plan. C'est le licenciement, la mise à la retraite anticipée et l'invalidité de catégorie 2 et 3. Et ces cas-là sont ceux du souscripteur et ceux de son conjoint. Donc licenciement du conjoint, mise à la retraite du conjoint, etc. Ce sont des cas donc, qui permettent de sortir avant les 5 ans sans clôture. Les transferts. Il est tout à fait possible de transférer un PEA d'un établissement à un autre. Vous n'êtes pas satisfait de votre PEA actuel, vous pouvez le changer et le transférer. Vous pouvez le transférer et en changer la forme. Vous pouvez passer d'un PEA bancaire à un PEA assurance et inversement. Toutefois, ce transfert se fait uniquement en numéraire. Donc en fait, il faudra solder toutes les lignes détenues et c'est les liquidités, le montant de ces liquidités qui sera transféré par la suite. Donc le transfert n'entraîne ni clôture et n'est pas considéré comme un retrait. Donc par conséquent, vous conservez l'antériorité fiscale de votre PEA. Attention toutefois, il peut y avoir des frais de transfert. Ils sont la plupart du temps pris en charge par le nouveau gestionnaire du PEA sous certains plafonds définis de manière commerciale. Et attention aussi, il peut y avoir des délais de traitement dans le transfert qui peut prendre un certain temps. Avantages et contraintes du PEA. L'avantage principal et quasi unique, c'est la fiscalité. Puisqu'en deux moments d'étudier la fiscalité au moment du PEA, c'est la phase de capitalisation. Pendant cette phase de capitalisation, en fait, le PEA ne constitue qu'une seule enveloppe. Vous pouvez vendre et racheter des titres à l'intérieur de l'enveloppe. Il n'y a pas
de calcul de plus-value sur les titres que vous avez vendus et vous êtes exonéré totalement des dividendes perçus que les titres détenus vous versent. Donc une exonération totale pendant la phase de capitalisation. Petite exception, si jamais les dividendes des titres non cotés sont supérieurs à 10%, alors sur la partie supérieure à 10%, vous avez le prélèvement forfaitaire unique qui s'applique. Et autre exception à cette exonération, si les dividendes ne sont pas réinvestis dans le plan, ce qui est très rare en pratique. Voilà. Autre période, autre avantage fiscal, c'est au moment des retraits du PEA, sur le PEA. Là, la fiscalité dépend de la date à laquelle vous allez retirer votre épargne. Depuis le 1er janvier 2019, c'est beaucoup plus simple. Avant, on avait différentes phases, 2 ans, 4 ans, 8 ans. Maintenant, on a 2 phases, 5 ans, avant 5 ans et après 5 ans. Avant 5 ans, on est au prélèvement forfaitaire unique, ou à l'option, on peut opter pour l'impôt sur le revenu, mais alors dans ces cas-là, il faut faire attention puisque c'est une option globale, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus bénéficier du PFU sur d'autres placements financiers, d'autres dividendes ou de plus-value de valeur mobilière. L'option est globale. Et si par contre vous retirez votre épargne après 5 ans, c'est une exonération totale d'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, c'est l'un des rares plans, l'un des rares investissements qui permet cette exonération totale d'impôt sur le revenu. Par contre, il y a toujours les prélèvements sociaux, que ce soit avant les 5 ans ou après les 5 ans. Donc, un gros avantage fiscal dans le PEA après 5 ans, une exonération totale d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont dus aujourd'hui de 17,2%. La contrainte principale, c'est son manque de souplesse. Tout d'abord, au niveau des supports d'investissement, puisque le plan d'épargne en action, comme le nom l'indique, on doit investir dans des actions. Elles doivent être françaises ou européennes. À noter toutefois que si vous achetez des unités de compte au PCVM, FCP, SICAV, dans ces cas-là, l'unité de compte peut investir, elle, jusqu'à 25% dans des supports autres que des actions, donc type obligation, ou dans des actions étrangères, donc autres que européennes. Donc ça, c'est une des contraintes. L'autre, c'est le plafond de versement. Et puis la perte de l'avantage fiscal si jamais il y a un rachat avant les 5 ans. La loi Pacte a toutefois significativement assoupli les règles de fonctionnement du PEA. Avant la loi Pacte, un retrait avant 5 ans entraînait la clôture automatique du plan. Aujourd'hui, un retrait après 5 ans, pardon, entraînait la clôture du plan. Aujourd'hui, on peut retirer de l'épargne après 5 ans sans avoir de conséquences sur l'existence de ce plan. On peut également reverser. Donc ça, c'est aussi un gros intérêt, puisqu'avant, du moment où on avait passé les 8 ans, on pouvait retirer son argent, mais dans ces cas-là, on ne pouvait pas reverser. Donc maintenant, on peut retirer son épargne, toute ou partie de son épargne, sans clôturer le plan, et réaliser des reversements par derrière. Donc ça, c'est une grosse révolution sur le PEA et qui va permettre de ressusciter, j'ai envie de dire, d'anciens PEA qu'on ne pouvait plus utiliser parce qu'il y avait eu des retraits, qu'il y avait eu un retrait après les 5 ans. Donc, comme je disais aussi au niveau des assouplissements, l'ajout des exceptions au retrait qui n'entraînent pas la clôture, donc licenciement, mise à la retraite anticipée, invalidité. Et puis, comme je disais aussi tout à l'heure, l'ouverture possible pour les majeurs rattachés à un foyer fiscal. Comment intégrer un PEA dans une stratégie patrimoniale? Première question, quel PEA choisir? Un PEA bancaire ou un PEA assurance? Aujourd'hui, à peu près 98% des PEA sont des PEA bancaires. Les PEA assurances sont une solution encore peu connue et pourtant qui présentent des avantages qui ne sont pas négligeables. Puisqu'en fait, un PEA assurance allie les deux, le PEA, l'enveloppe PEA et l'enveloppe contrat de capitalisation. Ce qui fait que pendant votre vie,
vous ne voulez plus de votre PEA parce que vous ne voulez plus, vous voulez sécuriser votre épargne et que vous ne voulez plus investir en action, eh bien, vous pouvez clôturer l'enveloppe PEA, vous conservez l'enveloppe contrat de capitalisation. De même, à votre décès, l'enveloppe PEA va être clôturée automatiquement, mais pas le contrat de capitalisation. Vos héritiers vont hériter du contrat de capitalisation tel qu'il est. Ils choisiront alors d'y mettre fin par un rachat total ou de le conserver. Autre avantage du PEA Assurance, il est possible de faire en cours de vie du PEA une avance. Une avance, c'est quoi? C'est en cas de besoin de trésorerie, mais l'assureur me prête la valeur de mon épargne, un pourcentage de la valeur de mon épargne. En contrepartie, il y a un taux d'intérêt qui est reversé à l'assureur, mais ça permet tout simplement d'éviter la fiscalité puisqu'on ne sort pas de l'argent dans ce PEA. L'assureur prend juste en garantie le PEA sur le remboursement de cette avance et on évite donc la fiscalité et on évite la clôture du plan si jamais on a un besoin de trésorerie avant les 5 ans du plan. Et puis, avantage primordial, en cas de besoin de revenus, de volonté de percevoir des revenus complémentaires, le PEA capitalisation, donc le PEA assurance, vous permet de bénéficier d'une rente viagère totalement défiscalisée. Donc, c'est un produit d'épargne à ne pas négliger aujourd'hui, mais on va le voir un petit peu plus loin. Dans une stratégie patrimoniale, il faut prendre en compte le fait que le PEA est un investissement à long terme, de par le type de support, action, qui impose donc une durée de conservation. On conseille au minimum 5 ans, mais nous, professionnels, on considère qu'il faut que dans l'idée d'un investissement dans un PEA, il faut avoir un horizon supérieur à 8-10 ans. Puisque dans le cadre des actions, on ne sait jamais si on est rentré au bon timing et quel va être justement le timing de sortie. Donc, pour avoir une assurance d'optimiser la rentabilité de son placement, il est préférable de conserver sur une longue période. Et puis, aussi de par la fiscalité avantageuse qui n'est acquise qu'après les 5 années de détention du PEA. Voilà. Même si, en effet, la loi Pacte a rendu plus souple et donc plus attractif ce PEA, cet investissement à long terme. Donc, vous comprenez de ce que je vous dis là qu'il est important de prendre date. Avant, on avait perdu cette habitude d'ouvrir un PEA pour prendre date parce qu'en effet, du moment où il y avait un retrait, ça bloquait toute la vie du PEA futur. Donc, on faisait des PEA plutôt à la marge. Avec la loi Pacte, il va très clairement y avoir un regain d'activité pour ce PEA pour pouvoir bénéficier d'un placement sans fiscalité et qui est rendu beaucoup plus souple aujourd'hui avec des retraits et des reversements possibles. Le PEA, pourquoi on peut s'en servir? Tout simplement pour valoriser son patrimoine. C'est un outil de valorisation qui est très important puisque vous diversifiez votre patrimoine par des investissements de type action française et européenne, ce qui vous ouvre des opportunités de rentabilité importantes, des performances qui ne sont pas imputées par la fiscalité, dividendes et plus-value. Si on le compare à un compte-titre classique qui est soumis au prélèvement forfaitaire unique, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30%. Donc, vous percevez 100 de dividendes, mais il y a 30% qui partent en impôt dans le cadre d'un compte-titre classique que vous n'avez pas dans le PEA. Et pareil pour la plus-value. Si vous souhaitez acheter, vendre dans votre PEA, vous ne serez pas fiscalisé dans le cadre du PEA sur la plus-value. Par contre, dans le cadre d'un compte-titre classique, chaque plus-value sera taxée à ce prélèvement forfaitaire unique de 30%. Donc, forcément, pas de fiscalité. Donc, ça veut dire des intérêts qui vont être générés sur les intérêts et de façon de capitaliser dans le temps.
Et bien sûr, donc comme on l'a dit, la fiscalité à la sortie très avantageuse après 5 ans, puisque pas d'impôt sur le revenu. Nos conseils pour valoriser son patrimoine avec un PEA, c'est investir régulièrement. Donc ça, c'est un conseil qui est valable pour tout support action, tout support volatile de type action, pour tout simplement lisser le prix moyen d'achat. On ne sait jamais sur quel timing on rentre, si c'est le bon moment, si on est sur des valorisations basses ou des valorisations hausses. Donc pour lisser ce prix moyen d'acquisition, eh bien on verse idéalement tous les mois pour avoir un prix moyen d'achat lissé dans le temps. Puisque quand on réalise ces versements mensuels, mais quand les marchés montent, l'épargne que l'on a déjà acquise va augmenter avec les marchés. Et puis, si les marchés baissent, ça permet d'acheter plus de parts, plus de titres, plus d'actions lorsque les marchés sont baissiers. Donc, finalement, investir régulièrement dans son PEA, c'est un moyen de limiter de façon très importante la volatilité de ces supports-là. Autre point, mais diversifier ces investissements. On n'a pas, dans un PEA, on n'a pas 3, 4, 5 titres. Ça n'a pas de sens. Vous vous mettez en danger sur cette épargne-là, à moins de connaître parfaitement ce titre-là. L'idéal, c'est de diversifier ces investissements, et notamment par le biais d'unités de compte, puisqu'une unité de compte ne comprend pas 4, 5 lignes, mais plutôt plusieurs dizaines, voire centaines pour certains. Donc, on diversifie le nombre de lignes, le nombre d'actions détenues, et en plus, on a cette diversification, cette tolérance de 25% en support autre, de type obligation ou à l'international. Le PEA, bien sûr, pour obtenir des revenus complémentaires, je vous en ai parlé tout à l'heure dans le cadre du contrat de capitalisation, c'est un outil de préparation à la retraite qui est très important et qui est négligé. Peu de personnes l'utilisent, ce PEA, dans le cadre de la préparation à la retraite. Donc, il est très important de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on a un capital qui a fructifié pendant sa phase de capitalisation sans être imputé par la fiscalité. On a une option de sortie au terme, soit en capital, soit en rente. On peut avoir donc, comme je le disais, une rente viagère défiscalisée dans le cadre d'un PEA assurance, mais on peut également choisir de prélever régulièrement sur son PEA, une fois par an ou en fonction des besoins, le capital exonéré. Nos conseils au niveau du PEA, dans le cadre d'une préparation, dans le cadre dans un objectif de revenu complémentaire, c'est de cumuler le PEA avec d'autres dispositifs complémentaires d'épargne retraite. On peut parler du PERP et du Madelin. Les PERP et Madelin ont un avantage à l'entrée, puisqu'à l'entrée, vous avez une déduction fiscale, mais à la sortie, la rente est fiscalisée à l'impôt sur le revenu de façon classique, comme un revenu professionnel de façon classique. Et contrainte du PERP, PER, pardon, et je veux dire rajouter PER, PERP, Madelin ou PER, c'est une proposition de sortie en rente viagère au moment de la retraite. Donc, finalement, c'est complémentaire. Le PEA est complémentaire au PERP et au Madelin, puisque, à l'inverse, pas d'avantage fiscal à l'entrée pour le PEA, mais une fiscalité avantageuse à la sortie. Pareil, le PEA est complémentaire à l'assurance vie. L'assurance vie, on va la choisir pour sa souplesse et sa disponibilité. On peut rentrer, sortir dès le lendemain de l'ouverture de son assurance vie, quand le PEA est bloqué, entre guillemets, pendant 5 ans. Donc, souplesse et disponibilité de l'assurance vie. Moins d'entrée fiscale au terme, même si, en effet, il y a une fiscalité aussi avantageuse au niveau de l'assurance vie après les 8 ans. Et puis, l'assurance vie a un avantage au niveau de la transmission de son patrimoine, puisqu'on a un abattement complémentaire en assurance vie qu'on n'a pas dans le PEA. Le PEA rentre directement dans la succession. Et puis aussi, dans le cadre d'une stratégie de revenus complémentaires, il ne faut pas oublier l'immobilier. Mais les inconvénients de l'immobilier, c'est la faible disponibilité, puisque donc on ne peut pas du jour au lendemain disposer de son capital, on n'a que les loyers. La fiscalité qui est de plus en plus lourde sur l'immobilier. Mais par contre, un avantage sur l'immobilier, c'est sa régularité
dans le temps, des loyers qui sont versés de façon régulière et stable dans le temps, et généralement qui suivent l'inflation. Donc voilà notre petite conclusion sur le PEA, sur notre présentation du PEA. Tout simplement, de nos jours, aujourd'hui, dans notre système de taux bas, voire négatif, on a des livrets d'épargne qui sont boostés à 0,75%. Livrets A et LDDS sont boostés à 0,75% par le gouvernement. Mais si on suivait scrupuleusement les méthodes de calcul, nous serions sur des taux inférieurs. Nous avons un fonds en euros qui vraisemblablement dont la moyenne va être inférieure à 1,5% et qui, on le voit, on l'entend de plus en plus, est mis en danger par justement ce système de taux bas. Et en parallèle, nous avons une inflation qui, en 2018, était de 1,8%. Donc tout ceci nous impose forcément une diversification des avoirs des épargnants français. Et c'est dans ce cadre-là qu'en effet, la loi de finances pour 2019, puis la loi Pacte du 1er octobre 2019, rendent plus souples, plus accessibles et fiscalement plus intéressants les plans d'épargne tels que le PEA, mais également le plan d'épargne retraite. Tout ça pour inciter donc en effet les Français à basculer leur épargne de produits sécuritaires tels que les livrets et les fonds euros vers des produits financiers avec des opportunités de rendement plus intéressantes, mais avec un certain risque. Et pour pallier à ce risque-là, eh bien, le législateur donne une petite carotte fiscale avec des exonérations ou des déductions pour tout ce qui est PER. Et bien sûr, faites-vous accompagner d'un professionnel, puisque comme tout placement, et notamment un placement français, un placement financier, il est nécessaire de suivre votre placement dans le temps et d'en vérifier l'adéquation de votre stratégie, de la stratégie mise en place. Donc faites-vous accompagner d'un professionnel, c'est primordial. Et j'en viens justement pour finir à faire un dernier petit point sur notre cabinet. Donc notre métier, c'est clairement en effet vous accompagner dans le cadre d'une stratégie patrimoniale. Nous réalisons d'abord un bilan patrimonial qui est la clé de voûte de notre relation future, puisque ça nous permet d'analyser votre situation, de reprendre vos objectifs et moyens, et à partir de cette analyse, nous élaborons des préconisations qui, avec votre validation, vont permettre de mettre en place des solutions, une stratégie patrimoniale, qu'elle soit d'ordre juridique, financière ou immobilière. Et comme je le disais, le suivi est absolument nécessaire puisque la meilleure stratégie mise en place à un instant T peut perdre tout son intérêt si elle n'est pas suivie dans le temps et adaptée en fonction de vos évolutions, qu'elles soient personnelles, professionnelles, patrimoniales, ou des évolutions économiques, juridiques et fiscales. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si jamais il y a des questions, je reste connectée encore un petit moment pour répondre à toutes vos questions. Et sinon, bien sûr, n'hésitez pas à contacter votre CGP habituel ou bien à nous envoyer vos questions sur l'adresse charles@gestiondepatrimoine.com ou nous appeler. Je reste en ligne quelques minutes pour vos questions, si besoin.